Bonjour à tous, je m'appelle Clément Payette et aujourd'hui je vais vous parler du dernier épisode sur l'association La Bande à Menu. Vous avez déjà vu normalement 5 épisodes. J'ai commencé à vous présenter la bande. Alors qu'est-ce que c'est l'association déjà? C'est justement une maison d'édition créée par plusieurs jeunes auteurs dans les années 90 pour faire des bandes dessinées, on va dire, alternatives. Et elle était représentée par, on va dire, plusieurs, à peu près, sept premiers. Euh, Ils étaient sept, on va dire, à commencer cette maison d'édition. On parle d'abord de Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, David B, Matt Conture, Patrice Kilofer, Stanislas et Moquette. Voilà, c'était le premier épisode. Ensuite, on a vu différentes collections qui ont rendu célèbre cette maison d'édition, qui a amené le roman graphique en France. On a parlé de la célèbre Patte de mouche, ici c'est le tout petit format, mais aussi des collections Éprouvettes de recherche et Perleette aussi. Ce sont les premiers albums qui étaient un peu plus grands, beaucoup plus grands d'ailleurs que les Pattes de mouche. Ensuite, on a parlé dans le troisième épisode du format le plus célèbre, qui est le format, on va dire, ciboulette. C'est un format qui a été rendu célèbre par Majane Satrapi, qui a eu justement beaucoup de succès, qui a rendu célèbre, on va dire, un petit peu la maison d'édition, l'association. Ensuite, on a vu la collection qui s'appelle Oubapo, qui est l'ouvroir de potentialité de la bande dessinée, donc un petit peu copié sur l'Oulipo, où on va chercher un petit peu toutes les potentialités de la bande dessinée. Je vous ai parlé aussi d'une autre collection qui s'appelle Arrière-Boutique, pour parler un petit peu finalement d'auteurs du passé. Ce sont des sortes d'hommages dans l'arrière-boutique. Et dans le dernier épisode, on a vu le Comics 2000, donc c'est en 1999 exactement, et pas en 2000, que l'association a la très bonne idée en fait de réunir, on va dire, la crème la crème de la crème des dessinateurs de bande dessinée de la fin des années 90. Et c'est la crème mondiale, puisque le but du jeu aussi c'était de faire une histoire, on va dire, muette, sans bulle, dans un but un petit peu universel, voilà, pour parler un petit peu de cette fin de siècle. Et voilà, aujourd'hui il ne me reste plus qu'à vous parler de la suite de ce dernier épisode sur l'association La Bande à Menu. Et aujourd'hui, il me reste à vous parler un petit peu de ce qui reste un petit peu dans leur collection, la collection hors collection de l'association. Le Comics 2000, donc c'était une sorte de grande, ça ressemblait comme un grand dictionnaire, une grande encyclopédie, qui mettait un peu la suite de manière chronologique, on va dire, un petit peu alphabétique, dans un ordre alphabétique plutôt, toutes les bandes dessinées de ces auteurs de la fin des années 90. Dans leur collection, il y a aussi des œuvres, par exemple, de Francis Mas. On en a déjà parlé de Francis Mas dans l'épisode sur Fluide glacial. Donc c'est un auteur plutôt comique. On m'appelle l'Avalanche, c'est le nom en fait de ce personnage. Pourquoi on l'appelle l'Avalanche? Peut-être parce qu'il aime bien sauter, faire du saut élastique de manière un peu rudimentaire avec des sortes de cordes. Voilà. Et c'est une sorte d'Indien. Alors je sais pas si c'est un Indien d'Amérique. Enfin, il ressemble plutôt à un Indien d'Amérique. Mais il a une sorte de maison, on a l'impression, je ne sais pas, c'est inspiré de cabanes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, on est dans un monde encore une fois très surréaliste. C'est un peu ce que fait de mieux, hein, le summum du surréalisme en bande dessinée, c'est Francis Mas. Par exemple, il y a un petit jeu intéressant, aussi comique, hein. Euh, c'est de l'absurde, donc on est un peu plutôt on est aussi plutôt chez dans le théâtre de l'absurde. Il y a un petit côté comique quand même. Par exemple, avec ce jeu de doigts, hein, un jeu de doigts un peu enfantin qu'on fait avec les doigts. Un moment, plus tard dans l'histoire, le Avalanche va réussir à retirer ce doigt du milieu, en fait, de manière un petit peu magique ou surréaliste, comme vous voulez. Voilà le portrait de Francis Mas, qui a aussi une carrière de cinéaste, on va dire, puisqu'il a fait des courts-métrages d'animation, si je ne me trompe pas. On le connaissait déjà dans Fluide glacial, hein, c'est un des premiers, hein, qui a été édité dans Fluide glacial par exemple. Et aussi, il a été un des premiers à suivre un peu le parcours de l'association. Avant l'association, il y avait les fanzines
Par exemple, le lynx, premièrement, ça s'appelait le lynxatif, et ensuite c'est devenu le lynx. Et on voit, par exemple, qu'il signait déjà des histoires pour le magazine du Lynx, qui a été créé par Jean-Christophe Menu. Et on peut reconnaître d'ailleurs aussi dans le menu, sans mauvais jeu de mots, dans le menu de ce fanzine, il y avait déjà un peu déjà les fondateurs de l'association, les futurs fondateurs de l'association, Matt Conture, là je peux voir, euh, Moquette notamment, et aussi notamment d'autres personnes qui vont faire partie de l'aventure, comme on l'a vu, de l'association. On pense par exemple à Dupuis-Berberian, notamment, ou Thirier, hein, aussi, je crois qui fait aussi partie de Fluide Glacial. Il y a eu souvent, hein, on a pu voir des relations entre l'association et Fluide Glacial par exemple. Une des œuvres aussi les plus célèbres de Francis Mas sont les Deux du balcon. Donc voilà, à la manière un petit peu de cette œuvre, je crois, si je ne me trompe pas, je sais plus si c'était Flaubert ou Balzac, de Bouvard et Pécuchet. Sorte de deux personnages un peu critiques du monde, et justement, avec un petit peu de distance ou de hauteur, vu de leur balcon, ils parlent un petit peu du monde. Alors, devant leurs yeux, souvent une sorte de place, un petit peu, on dirait une place qui se trouverait peut-être à Florence, en tout cas une place très surréaliste où se passent d'étranges choses. Et voilà, il le vise de manière un petit peu, sans doute intellectuelle, ou de manière encyclopédique un peu sur le monde. Pourquoi encyclopédique? Parce qu'on voit les bulles très surchargées, un petit peu, c'est le style de Francis Mas. Voilà. Il y a notamment une sorte de fixation avec Mickey Mouse. Je crois que le musée de Mickey, Mickey Potek, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu le monde absurde de Francis Mas, qui se trouve dans leur collection de l'association. Dans leur collection aussi, on va retrouver la femme de Lewis Trondheim, Brigitte Findakly, et notamment, alors je vous parle aussi de Lewis Trondheim puisque c'est lui qui a dessiné cette histoire scénarisée par Brigitte Findakly. Coquelicot d'Irak, c'est l'enfance de Brigitte Findakly. Pourquoi on va parler aussi de Brigitte Findakly? Elle est très importante parce que notamment par la suite, alors je ne sais pas si pour beaucoup d'albums de l'association, mais en tout cas par la suite, avec beaucoup d'auteurs qui sont passés par l'association, c'est elle un petit peu la grande coloriste de tous les grands auteurs qui sont sortis ou qui continuent même encore aujourd'hui dans l'association. C'est elle aussi la coloriste des albums de son mari, Lewis Trondheim. Donc comme je vous disais, Coquelicot d'Irak, c'est l'histoire de l'enfance de Brigitte Findakly, qui est née justement en Irak. Et justement, ici, elle nous parle un petit peu. Alors, c'est à la fois une histoire un peu d'enfance, mais à la fois connectée avec ce qui se passait dans l'actualité en 2015, puisque pendant la guerre qu'il y a eu notamment en Syrie, en Irak, il y a eu plusieurs sites archéologiques de grande renommée qui ont été détruits. Et ici, ça commence comme ça un petit peu avec l'actualité. Et ensuite, Brigitte se rappelle un petit peu de ce site touristique, finalement, site archéologique, où elle, justement, elle récupérait des coquelicots. Voilà, je vous disais que c'était une grande coloriste. Elle a colorisé notamment les albums de Manu Larsonnet et Jean-Yves Ferry, Le Retour à la Terre, Le Chat du Rabbin, pas des moindres. Le Petit Prince encore, de Johannes Farr. On peut reconnaître un petit peu une sorte de bleu clin, hein, ici dans le fond. Elle a colorisé notamment beaucoup d'œuvres de son mari. Là, on voit un petit passage de Ralph Azam. Là, on peut reconnaître un petit peu un autre registre de couleurs, mais toujours des couleurs très originales et très pimpantes. On arrive peut-être dans des couleurs plus classiques. Là, il y a un petit côté sépia, hein, puisqu'on parle de Mickey. Hein, on dirait un petit peu le Mickey, peut-être, pourquoi pas des années 30 ou 50, avec cette couleur sépia, pour les aventures, les folles aventures de Mickey, ici dessinées par Keramidas et scénarisées par le fameux Lewis Trondheim. Une autre collection dont on n'a pas encore parlé, c'est Mimolette. Mimolette, donc, qui fait référence un peu à ce fromage alors du nord de la France, mais qui imite un petit peu, notamment voilà, la couleur, on dirait un petit peu du gouda ou de l'Edam. C'est un fromage sous forme de boule, et ici on a coupé la boule. On a l'impression qu'on a plutôt taillé des tranches de fromage, hein, comme son nom l'indique. Un des auteurs dont on a déjà parlé, Matt Conture, s'est beaucoup illustré dans cette collection. Il dit d'ailleurs, avec lui peut-être qu'est née un petit peu cette collection,
qui est un petit peu copié, puisqu'on a vu que Matt Conture aussi, il lorgnait, enfin, on a l'impression que c'est un peu le Robert Crumb français, avec son dessin, voilà, très, on va dire, une sorte de côté brouillon, mais aussi plutôt très, je dirais plutôt expressionniste. Dans ce dessin expressionniste, voilà, on le met souvent en parallèle avec Robert Crumb, et surtout pourquoi on pourrait le remettre en parallèle avec Robert Crumb, puisque ici cette collection de Mimolette fait référence un peu plutôt au comics avec un X qui fait référence à un nouveau genre de comic qui est arrivé un peu dans les années 60 avec le comic underground. Donc on parlait un peu plus de choses, de thématiques un peu plus adultes dans les comics avec un X. Et voilà, ça fait référence d'ailleurs à cette collection. Je crois que ma Conture fait référence à ces albums un petit peu comme des disques qu'on chercherait chez son disquaire, pas forcément par ordre alphabétique, mais qu'on chinerait plutôt, hein, qu'on trouverait un petit peu au hasard peut-être, pourquoi pas comme des vinyles par exemple. Voilà, on peut reconnaître le style, alors je pourrais dire peut-être pourquoi pas très underground de, de Matt Conture. Je sais pas si on peut parler de ligne sale ou ligne crade, comme avait dit aussi un autre auteur, mais en tout cas, ici on a à la fois beaucoup de détails. Notamment, on a même du texte dans les jupes des filles. Et on a à la fois plutôt aussi dans le côté punk. Ici, ça ressemble aussi un petit peu, par exemple, à des invitations de concerts rock punk, hein, puisque en vous rappelant que Matt Conture aussi est un rocker et un groupe de musique. Voilà, des albums assez intéressants. Il y a plusieurs suites, hein, dans l'autopsie avec un jeu de mots d'un mort-vivant. Donc ici, Matt Conture qui se représente un petit peu comme un vampire. On reconnaît un petit peu des têtes d'ailleurs de Nosferatu autour de lui. Donc c'est à la fois très morbide. En effet, il dit qu'il est mort, mais justement, je crois que quand sa petite fille, voilà, lui offre des fleurs, finalement, il va peut-être rapporter sa mort à plus tard. Donc on est dans l'humour aussi. Encore une autre collection, la collection Côtelette. Alors à chaque fois, vous pouvez voir, hein, que le petit logo de l'association fait toujours référence à la collection. Ici, la côtelette, donc il y a une côtelette. Tout à l'heure, la mimolette, on voyait une sorte de part de mimolette, une sorte de part de fromage. Je crois que pour leur collection, c'était une sirène. Alors là, je ne sais pas exactement pourquoi c'est une sirène. Dans la collection Côtelette, on est plutôt, voilà, dans les carnets de bord. On est un petit peu dans les carnets. Il y a eu les carnets Lewis Trondheim, il y a les carnets aussi de Johann Sfar. Bon, ben, je choisis Lewis Trondheim. J'ai une préférence. J'ai une nette préférence pour Lewis Trondheim. Et donc ici, c'est un carnet de bord. On se raconte comme dans un journal aussi, c'est en noir et blanc comme dans un journal. On est un petit peu, encore une fois, en parallèle aussi dans ce qu'on appelle roman graphique. C'est-à-dire, on est en noir et blanc, on parle des choses en rapport avec la réalité, en rapport avec la grande histoire aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, Lewis Trondheim nous raconte qu'il part en voyage justement pour un festival, je crois, de bande dessinée à La Réunion. Il avait prévu de partir avec sa femme, mais ça n'a pas servi. On peut reconnaître sa femme Brigitte ici, représentée par un oiseau, hein, puisqu'on aime bien. Lewis Trondheim aime bien se représenter d'ailleurs lui-même, enfin tous les êtres humains, sous forme d'animaux, peut-être référence, pourquoi pas, à La Fontaine. Et puis référence aussi à toute l'histoire de la bande dessinée, on va dire, avec ces animaux anthropomorphiques comme Mickey par exemple, dont il va le reprendre les histoires. Lewis Trondheim, c'est vraiment l'exemple de l'auteur qui va faire un peu la boucle, qui va faire partie un petit peu de la modernité de la bande dessinée, et à la fin qui va revenir à la bande dessinée classique. On en reparle à la fin. Aussi, on va lorgner un petit peu, alors on va lorgner aussi un petit peu au niveau de la caricature aussi grâce au... On avait déjà parlé de Willem, hein, le grand prix de bande dessinée qui faisait partie, qui est Charlie, comme Luz. Comme Luz aussi, il faisait partie de Charlie Hebdo. Et justement, pourquoi pas dans cette collection Côtelette, on va pourquoi pas éditer aussi des caricatures ou des caricatures sous forme de journal. C'est le cas un petit peu de Cambouis. Pourquoi? Alors là, Luz se représente un petit peu en train de voter, j'allais dire, en se pinçant le nez, mais là c'est plutôt, je sais pas, en regardant d'un œil peut-être. Ça fait référence aux élections de 2002, hein, vous savez, la fameuse élection entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, c'est un petit peu un rappel un peu de cette époque, un journal de cette époque qu'il avait, je crois, dessiné pour Charlie Hebdo à l'époque en direct, justement, enfin sur le vif.
Et là, il raconte un petit peu l'ambiance, la seule ambiance qu'il y avait dans le métro parisien à cette époque, en 2002, au niveau à partir du deuxième tour, je crois. Tout le monde pensait à Jean-Marie Le Pen, finalement. Et Laloux se représente en rencontrant un petit peu le regard, je sais pas, d'un personnage qui a un peu le look de Renault. Et là, il se rend compte que finalement, ils pensent un peu la même chose, qu'ils veulent tous les deux détruire un peu Jean-Marie Le Pen. Voilà, justement, après les fameux attentats, Luz est un des seuls rescapés, on va dire, de cet attentat. Et c'est à lui qui a eu la charge, c'est lui qui a eu la charge finalement de faire une autre une, la une du grand pardon, tout est pardonné, qu'il a fait justement juste je sais plus si c'est le lendemain, enfin c'était la une après les attentats. Voilà, c'est à lui qui est revenu en fait le, le devoir en fait de faire la une du renouveau. En 2015, donc à peu près, on va dire un petit peu à la même époque, juste après un peu tous ces attentats, justement les cahiers du cinéma ont demandé à Luz aussi de faire une des cahiers, je crois, aux attentats qu'il y a eu en France, je crois, des attentats qui ont eu lieu, je crois, plus près du Stade de France. Et donc Luz d'ailleurs s'est inspiré un petit peu de la scène cinématographique de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Euh, avec cette actrice qui ressemble à Sigourney Weaver, mais c'est l'actrice plutôt de Mad Max, hein, le quatrième Mad Max, je crois, qui a eu tant de succès à cette époque, en 2015. Donc voilà, euh, lui il s'inspire un petit peu du cinéma, et aussi pourquoi il s'inspire du cinéma. Les cahiers du cinéma même lui avaient alors je sais pas il lui avait chargé, mais en tout cas, juste après cette couverture, je crois que les cahiers du cinéma on va dire, ont édité une double page à chaque fois de Hollywood Monteur. C'est une bande sentiment justement qui parle de cinéma, qui parle du fameux tournage de Misfits avec Marilyn Monroe et Clark Gable, Montgomery Clift. Alors pour ma part, je connais moins bien. Je crois qu'ici on voit ici le réalisateur avec sa casquette. Je sais plus si c'était John Huston. Vous avez aussi ici le mari de Marilyn Monroe. Alors je crois que c'était voilà le fameux écrivain. Voilà, apparemment un tournage qui se serait très mal passé, je crois qu'un des derniers, hein, de Marilyn Monroe, qui traite tout le monde d'assassin, voilà, dans une de scènes célèbres. Voilà, on va attaquer, je crois, la dernière, pardon, une autre collection Espolette, toujours et encore une fois avec un petit jeu graphique ici, le logo de l'association Mélinger, enfin, le sort un C de l'association à chaque fois en rapport avec le logo, qui représente des piments d'Espelette, et donc cette collection, peut-être parce qu'elle n'avait pas les droits peut-être de s'appeler Espelette, s'appelle Espolette. Alors ici, on est dans une collection entre, je crois, Ciboulette et Prouvette, je crois. Euh, on a un peu une entre-collection. Ça a été peut-être l'histoire d'inventer notre collection. Cette particularité de cette collection serait peut-être d'avoir édité des autres auteurs de renom. Je pense notamment à Riyad Satouf, qui est le dernier récipiendaire du Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et voilà, il a commencé. Alors, je crois que ce sont des Manuel Dupuceau, je crois que c'est un des albums que, d'ailleurs, le même Riyad Satouf a voulu retirer de la circulation, parce que peut-être qu'il pensait que c'était une œuvre un peu trop de jeunesse. Mais en tout cas, dans cette œuvre, il y a toutes les hantises déjà de ses premiers films, par exemple, ou même de l'Arabe du futur. Alors là, je ne sais pas si c'est lui qui se représente, voilà, dans ce petit blondinet qui veut coucher avec des meufs. Voilà, un petit blondinet de la classe de 6e, hein, finalement, qui se rend compte que lui, c'est encore un tout petit garçon. Et à mon avis, il est en train de lorgner un petit peu sur les élèves de 3e, enfin les filles de 3e, qui ont déjà un petit peu passé l'adolescence. Euh, et, et donc un peu, il les voit finalement comme des femmes, donc il a très envie finalement de les connaître. Il se compare aussi beaucoup un petit peu avec d'autres de sa classe, alors qu'il appelle les pseudo-rebelles, ou même les rebelles complets. Hein. Il montre un petit peu à quoi il ressemblait lui, avec ses cheveux gras, par rapport à ces rebelles, finalement qui avaient un peu tout pour plaire aux filles, ces filles de troisième. Et qui montre un petit peu l'inégalité, montre un peu ses frustrations dans ses bandes dessinées. Ici, il avait déjà tout dit pour ces films, on pense aux Beaux Gosses, ou même à l'Arabe du futur, hein, puisque c'est un petit blondinet aussi dans l'Arabe du futur.
la consécration un petit peu cette sorte de, je sais pas, de super masculinité affirmée. C'est Pascal Brutal. Alors apparemment Pascal Brutal a vraiment existé, enfin c'est une personne qui a vraiment existé, qui je crois était un éditeur lorsque Riyad Satouf était avec ses amis en, quand ils avaient loué une sorte d'appartement pour dessiner ensemble. Un des éditeurs, un peu avec le physique de Pascal Brutal, et s'était rapproché un peu de Riyad Satouf et lui avait parlé un peu de manière un peu machiste. C'était un peu moqué peut-être un peu de Riyad Satouf. Et donc Riyad Satouf, ça a germé un petit peu dans sa tête et il en a fait un personnage un peu mythique, le Pascal Brutal, voilà la nouvelle virilité qui représenterait la nouvelle virilité. Voilà, encore une fois, ce que aime bien, représentatif du style de Riyad Satouf, vous avez vu dans ses premières bandes dessinées, il faisait des comparaisons hein, qui ont l'air un petit peu presque scientifiques entre le jeune homme qu'il était et d'autres personnes. Il y a un petit côté, ce- un petit point de sociologie peut-être, mais il y a même un côté très scientifique ici avec une sorte de découpage un petit peu euh, de toutes les caractéristiques de Pascal Brutal. Voilà, on peut comprendre qu'il écoute du rap, qu'il fume aussi des joints. Ça le rend peut-être viril. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce fameux épisode de sa vie, de son manuel du puceau, pardon, c'était finalement une bonne introduction pour son premier film qui a eu beaucoup de succès, Les Beaux Gosses. Donc on pourrait imaginer que c'est très ironique. Notamment ici, ce film a permis de découvrir aussi un grand acteur du cinéma français actuel, qui est Vincent Lacoste. Et finalement, dans cette histoire, donc voilà, c'est un peu l'histoire du manuel du puceau, hein, finalement, où on va dire, cet individu, alors peut-être, j'imagine qu'il doit être un double hein, de Riyad Satouf, qui lorgne un petit peu vers ses camarades, ses petites camarades. Et finalement, ici, dans ce petit côté d'obsession, hein, on pourrait presque ici prendre ce plan de film, on a l'impression qu'on est aussi, encore une fois, dans une bande dessinée, par exemple, de Robert Crumb, hein, qui avait un peu les mêmes obsessions, on imagine, quand il était jeune, hein, qu'il avait un petit peu ce problème, hein, en fait, pour rencontrer les filles. Donc finalement, Riyad Satouf, bien qu'il ait commencé un peu la bande dessinée, il a eu très rapidement du succès au cinéma, donc il a continué avec beaucoup plus de budget. Il a créé Jackie au Royaume des Femmes. Par contre, c'est un film qui n'a pas du tout fonctionné, malgré son budget conséquent. Donc là, l'histoire, si je me rappelle bien, ce personnage Jackie qui se retrouve dans un royaume dominé finalement par les femmes. Donc un peu on va dire un petit peu de manière un peu ironique, ce serait une sorte de monde à l'envers. Avec l'insuccès finalement de Jackie au Royaume des Femmes, ça va finalement à dire à Ariad Satouf qu'il finalement peut-être qu'il est plutôt fait pour la bande dessinée. Et ça va être le cas dans L'Arabe du futur où finalement il réécrit une histoire très personnelle et finalement qui va être couronnée de beaucoup de succès. Alors juste avant, je crois que je n'avais pas parlé, mais juste après Pascal Brutal aussi, je crois que normalement dans les pages de Charlie Hebdo, finalement l'association est très Charlie. Dans les pages de Charlie Hebdo, Riyad Satouf aussi avait édité aussi une œuvre très importante qui a été éditée aussi à l'association, je crois, en mode ciboulette, hein, mais on a déjà parlé de la collection ciboulette. C'est La vie secrète des jeunes. Et c'est plutôt une sorte d'histoire en une planche, mais qui caricature très bien, pas forcément la vie des jeunes, hein, mais la vie de la société parisienne de son époque, très, très bien, de manière très corrosive. C'est aussi un excellent album que je vous recommande, bien sûr, fait avant l'Arabe du futur, mais c'est une série, la vie secrète des jeunes, c'est une série je crois, une série de 3 livres, hein, de 3 recueils, de ces planches caricaturales de la société parisienne, très, 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 très intéressant de la part de Riyad Satouf. Aussi de manière aussi très libre, hein, très peu, finalement, qui ne sont pas censurés, hein. Donc voilà, comme je le disais, à chaque fois, Riyad Satouf aime bien ce petit côté un peu scientifique, d'exposer un petit peu un personnage et de montrer un peu toutes ses caractéristiques. Donc là, finalement, il se met beaucoup en avant un peu quand il était jeune. Apparemment, il était l'homme parfait. Mais enfin, toujours plein d'ironie hein, dans son discours, bien sûr. Ici, une des premières parties de l'Arabe du futur, assez très caustique, hein. C'est le père donc, de Riyad Satouf qui l'amène, lui et sa mère, finalement, à vivre
en Libye, à retourner dans les pays arabes, puisque son père est d'origine syrienne. Il a été, comme professeur, il a été invité à vivre en Libye. Et finalement, il se rend compte que c'est un pays où on a l'impression que on essaie de donner l'impression que c'est un pays parfait, puisque je crois que les habitations sont gratuites, mais justement, comme ce sont nos habitations gratuites, il est interdit de s'enfermer, de fermer à clé ces habitations. C'est ce que cet homme raconte à son père, non? Jusqu'un jour, ils reviennent chez eux, et finalement, une autre famille s'était installée à leur place dans l'appartement. Donc c'était un peu surprenant. Et du coup, finalement, on ressort dans la rue avec le jeune Riyad, et on voit une sorte voilà, de pays un peu de dictature où on fait un peu le culte d'un chef qui ne masque pas forcément un petit peu une sorte de quartier en ruine. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé de passage de Riyad, hein, dans sa vie en Libye. Et puis ensuite, il retourna aussi en Syrie et notamment en France. Dans cette collection, une autre autrice très importante qu'on pourrait peut-être mettre du côté, je sais pourquoi pas, de la caricature, c'est Lisa Mandel. Enfin, du moins, elle a eu plusieurs carrières un petit peu dans le dessin, puisqu'elle a aussi une carrière dans le dessin pour enfants. Mais là aussi, on est très caustique chez Lisa Mandel. Aussi, elle a le don à chaque fois de parler de thématiques un peu complexes, compliquées, dont on n'oserait pas forcément rire. Et justement, Lisa Mandel, à chaque fois, elle s'en donne à cœur joie, et puis elle ose rire un petit peu de tout, notamment, par exemple, des allyles d'aliénés, comme elle dit, dans les HP, où travaillaient plusieurs membres de sa famille. Donc ça lui a permis un peu d'avoir un peu la porte ouverte sur ce monde et peut-être de lui donner un petit peu on va dire la carte blanche ou la manière aussi un peu de dire un peu ce qu'elle pensait, voilà, de ce monde hospitalier. Une œuvre, voilà, qu'elle a faite pendant longtemps aussi. Je crois qu'elle fait, je sais plus si en tout cas, elle éditait déjà beaucoup sur Internet. C'est son année exemplaire où elle a essayé durant un an de se quitter un petit peu tous les, tout- on va dire un petit peu tous les vices qu'elle avait, je sais pas, de fumer, toutes ses mauvaises pensées. Et voilà, apparemment, elle aurait réussi pendant un an. Donc, finalement, elle ne fume plus des cigarettes, mais plutôt des carottes. Peut-être qu'elle est venue végétarienne. Encore une fois, un sujet aussi d'actualité très intéressant, les nouvelles de la jungle. Donc on parle de la jungle de Calais. Et donc là, on voit même jusque dans la couverture de cet album qu'il y a vraiment l'idée de rire finalement de tout, même si c'est un sujet très sérieux, un petit peu, un sujet un petit peu pessimiste. La jungle de Calais, ici, enfin, on a l'impression que Lisa Mandel, elle réunit un peu tout le monde, à la fois les personnes de la jungle, les migrants, et aussi même, pourquoi pas, les CRS, pour prendre un selfie. Donc voilà, rien que cette caricature assez caustique sur un terme qui a l'air plutôt très sérieux. Et là, voilà aussi, elle nous montre un petit peu les vies que vivent les personnes dans la jungle de Calais. Donc, sans arrêt, ce sont des zones rasées qui ne sont pas forcément reconstruites. On parque ces gens près d'usines chimiques. Voilà, elle montre un peu toutes les contraintes. Et toujours sur le ton de l'humour, hein, finalement, qui nous permet finalement de plonger un petit peu dans ces problèmes de société, finalement de manière plus légère. Voilà, comme je vous racontais encore une fois, Lisa Mandel aussi est une autrice de jeunesse. Ici aussi, toujours des histoires assez sérieuses finalement. Elle mélange toujours l'humour mais avec des thématiques très sérieuses. C'est une sorte de petite fille abandonnée, en moins qu'elle est recueillie par un monsieur qui a l'air très sympathique. Voilà, c'est toujours, même si ce sont des histoires pour enfants, finalement, elle arrive, elle a le don de parler de choses sérieuses, hein, ou parfois délicates. On va pratiquement terminer là par un de mes auteurs, sans doute un de mes auteurs préférés dans la collection de l'association. D'ailleurs, qui n'a pas forcément démarré dans l'association, mais plutôt dans le... Justement, je vous avais dit que Jean-Christophe Menus souvent se plaignait qu'il avait été copié, hein, ses idées éditoriales avaient été copiées par les grands groupes de maisons d'édition. Notamment, je crois, Le Seuil avait édité des petits formats, un peu comme des romans graphiques, et édité Fabio Viscogli aussi. Alors maintenant, il se fait appeler par son nom complet, mais je le connaissais plutôt avec son surnom, Fabio. Et il avait déjà été édité par Le Seuil, et moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas la différence un peu avec l'association ou des formats qui étaient similaires. Donc, pour moi, j'ai toujours cru que Fabio était un auteur de l'association. Il a été édité ensuite par l'association, notamment avec Da Capo, qui est un résumé un petit peu de toutes les histoires de son fameux chat.
Et là, on est dans des histoires très simples, généralement sans dialogue, hein, donc à une portée universelle. Et on est vraiment dans l'humour un petit peu, on est dans l'humour burlesque là vraiment, à la Charlie Chaplin, hein. Et c'est très talentueux puisque en fait c'est très de manière, c'est dessiné, je crois que c'est très facile de recopier d'ailleurs. C'est pas forcément le style le plus complexe qui existe, mais c'est très concis et c'est très fort. Et je crois que c'est une des qualités peut-être les plus importantes d'un dessinateur de bande dessinée, c'est nous de donner le plus d'informations, de nous donner le plus d'émotions finalement avec le moins, je sais pas avec le moins d'encre, mais au moins avec le moins de dessin possible, avec le moins de fioritures peut-être. Et là c'est vraiment ce qu'arrive à faire Fabio. Dernièrement, pendant la pandémie, il y a eu des sélections, je vais dire cannoises, non, des sélections de Festival d'Angoulême, notamment avec Fabio qui a été nominé à Angoulême, notamment avec son album Cascade. Ici, encore une fois, là, on a l'impression qu'on est un peu dans la bande dessinée expérimentale. On n'est plus exactement dans de la BD, puisque il y a plus, on va dire, il y a plus de bulles. C'est pas forcément la bulle qui représente le plus la BD, mais il y a des commentaires en bas des dessins. On a l'impression qu'on est revenu au début, à la préhistoire de la bande dessinée. Mais là, ça n'empêche pas, encore une fois, à Fabio de nous raconter encore des choses très intimes, plutôt de son enfance en Italie. Et on part encore une fois, je vous parlais des dessins très burlesques, mais là on arrive presque dans une abstraction, hein, avec l'œuvre Cascade. Pareil, Fabio, c'est un peu un artiste multiforme, il travaille aussi dans la musique. Alors, je ne connais pas personnellement ce qu'il joue, mais en tout cas, il a un pied aussi dans la musique, à la fois dans la musique, à la fois dans la bande dessinée. Une œuvre assez rigolote. Ici, l'édition Cornelius aussi, c'est vraiment une des éditions en parallèle avec l'association, qui ont toujours édité des choses très intéressantes, Cornelius. C'est à mon avis les deux maisons d'édition les plus intéressantes actuelles, hein, en France, Cornelius et l'association. Je pense que notamment ils ont édité des auteurs en commun du coup. Et aussi Cornelius fait toujours attention au format. Généralement, si vous achetez un livre de l'édition de Cornelius, c'est normalement d'un format, pas d'un format traditionnel, mais généralement de formats assez originaux, comme ce format en horizontal de la basse-cour. La basse-cour, c'est l'histoire un petit peu. Alors là, on a l'impression qu'il y a une sorte de lecture un peu équivoque. On a l'impression que ce personnage-là, qui est un peu le sujet du roi, qui regarde fixement le roi, mais en fait, je pense que c'est plutôt le roi euh, qui fixe son sujet, puisque c'est un roi tyrannique, un peu imbécile d'ailleurs, parce que quand on lui demande comment il veut lutter contre le chômage, il demande de faire à ses sujets comme lui, de jouer au bilboquet, et finalement on ne va pas lui poser trop de questions, non, puisque c'est un roi très tyrannique. À chaque fois, alors ici on ne voit pas, mais à chaque fois il envoie couper la tête de ses sujets. C'est ce qui va sans doute se passer pour ce personnage un peu arrogant, un voyageur, qui revient qui revient de la ville, et il dit qu'il y a des montagnes, au-delà des montagnes où il est allé, il y a d'autres royaumes. Et le roi lui demande, mais qui gouverne ces autres royaumes? Et je crois que le voyageur va lui dire, bien, d'autres rois. Et c'est la mauvaise réponse, puisque c'est un roi tyrannique, dictateur. Il va vouloir être seul à gouverner, donc il va couper la tête de ce voyageur imprudent. Il y a eu quand même des polémiques dans l'association, je pense. Par exemple, à le fait que l'association n'aimait pas les codes barres. Apparemment, il y avait eu une discussion entre Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menu, qui se disait que le code barre, finalement, c'est un peu une représentation disgracieuse sur les livres, qui était sur tous les livres, qui était un peu la représentation du commerce. Et donc, justement, ils ont eu l'idée, durant un moment, de on va dire, de créer des codes barres qui pouvaient se retirer des livres, pour éviter, finalement, de rendre moche un petit peu ces livres-là. Donc ici, vous avez pu voir, alors surtout, pendant un moment, sur tous les livres de la maison d'édition de l'association, vous aviez un code barre sous forme d'autocollant que vous pouviez retirer, comme je fais ici. Malheureusement, c'est pas une idée qui va porter ses fruits, puisque finalement, d'après le même Lewis Trondheim, dans un message, il va dire que ça coûte énormément d'argent finalement de créer ces autocollants,
sur tous les livres. Ça donnait une dépense un peu euh, extraordinaire pour la maison d'édition de l'association. Donc ils ont décidé finalement de garder les livres avec le code barre imprimé. Et notamment aussi cette idée faisait un petit peu embêter un petit peu les, les, les libraires, hein, qui avaient un peu du mal à se retrouver avec ces livres qui venaient finalement pas exactement avec des codes barres. Ça, cette polémique finalement s'est terminée à cause du manque, enfin, on va dire un petit du manque de logique, hein, finalement de cette idée. En tout cas, c'était dans une idée très anticapitaliste, hein, comme vous pouviez lire sur cet autocollant. Alors voilà, la boucle est bouclée, on arrive à cette collection qui s'appelle 48cc. Donc je me suis renseigné, que signifie 48cc? C'est un terme, hein, justement d'édition de bande dessinée. 48 fait référence aux 48 pages. C'est une référence CC. 48cc, ça fait référence à cartonner. Ce sont les fameux albums. Donc par exemple, par ici, je crois que j'ai les albums d'Astérix, ce sont des 48cc. Ils contiennent normalement 48 pages, c'est la norme, hein, la norme actuelle encore de la bande dessinée, comme on la connaît, la bande dessinée franco-belge. Cartonnée, notamment pour la couverture, et en couleur. Donc voilà, voilà, c'est les initiales. Cartonné en couleur, 48cc. C'est un format que critiquait beaucoup Jean-Christophe Menu, même on va dire tous les premiers qui ont commencé avec la maison d'association de l'association, puisque c'est une maison d'association qui voulait un petit peu, on va dire, un peu la manière de la nouvelle vague, qui voulait un petit peu détruire la bande dessinée, enfin, qui critiquait beaucoup la bande dessinée classique, comme était celle de Tintin ou d'Astérix. Hein. Et finalement, là, c'est la boucle bouclée. Alors, je crois que Jean-Christophe Menu ne faisait plus partie de l'association à ce moment-là. Mais en tout cas, on a vraiment bouclé la boucle parce que voilà, les auteurs de l'association, pour moi, du moins Lewis Trondheim, s'est remis à éditer des bandes dessinées au format traditionnel finalement, format classique. Voilà, c'est le cas des nouvelles aventures de Lapino. Ici, vous avez les nouvelles aventures de Lapino par exemple qui justement font la parodie d'Astérix. Donc vraiment, c'est vraiment une histoire de boucler la boucle ici. On peut reconnaître d'ailleurs dans ces histoires avec Lapino qu'on a l'impression de voir le début, par exemple, de l'histoire de Tintin, par exemple. Une des dernières collections en date, si je ne m'abuse, c'est la patte d'éléphant. L'histoire de patte d'éléphant, je crois, c'est le même format que la patte de mouche, sauf qu'ici, on va mettre un peu plus de couleurs. Je crois que c'est une trichromie, même si je vois un peu plus de couleurs. Enfin, l'idée, c'est voilà, mettre 3 couleurs et puis leur dériver, j'imagine. Voilà, c'est l'idée de patte d'Ef. Patte d'éléphant, donc qui fait référence à un éléphant. Ici, on a l'impression d'un éléphant mouche, hein, puisque c'est une référence à patte de mouche. Et les pattes d'Ef, bien sûr, c'est aussi les pantalons des années 70. Voilà, je voulais vous montrer les fins du monde, hein, puisque j'ai l'impression qu'on était un petit peu proche de la fin du monde avec la pandémie. Donc là, c'est un peu l'histoire justement de Savant Fou. Et puis voilà, dans le côté de cette seringue, ça fait un petit peu penser à cette obligation qu'il y a eu des vaccins pendant un petit moment. Et voilà, c'est un peu la référence. C'est un peu la référence finale que je voudrais vous montrer avec l'association. Voilà, toujours le talent de Lewis Trondheim qui trouve toujours des histoires finalement qui se raccordent un petit peu finalement avec la réalité. Pour terminer, voilà aussi on avait parlé du Seuil qui avait édité un peu des histoires à la manière de l'association. Ensuite, Lewis Trondheim s'était retiré pendant un moment de l'association et je crois que des maisons d'édition justement plus traditionnelles comme Dargaud lui avaient demandé de faire une collection spéciale. Justement, je crois que c'est aussi au format 48cc. Cette collection s'appelait Poisson Pilote. Je vous en parlais un petit peu brièvement puisque c'est une collection qui a suivi finalement, qui a édité beaucoup d'auteurs que vous aviez déjà vus dans l'association. C'est un peu la suite. C'est une collection qui a existé en 2000, donc 10 ans après la création de l'association. C'est une collection de chez Dargaud. Hein, c'est pour montrer un peu l'influence qu'a eu l'association sur le reste du monde éditorial en France. Donc Poisson Pilote avait été dirigée, je crois, par Lewis Trondheim. Elle a duré 10 ans aussi, hein, elle s'arrête en 2011.
Donc voilà, ce n'est pas forcément une collection d'actualité, mais en tout cas qui a permis l'édition d'autres auteurs que vous avez vus de l'association. Je pense à Émile Bravo, Manu Larsonnet, donc plutôt chez Flux Glacial, Lewis Trondheim, Johann Sfar, David B, Golo, hein, qu'on a vu aussi dans certaines collections. Euh, Émile Bravo, alors je ne sais pas s'il y a eu des travaux d'Émile Bravo édités par l'association, mais je vous en avais parlé puisqu'il a fait partie de ces ateliers, l'atelier Nawak notamment, qui faisait partie de Sfar, avec Christophe Blain aussi notamment, qui représentent un peu la modernité de la bande dessinée, puisque même Émile Bravo disait dans la bande dessinée, ce qui n'est pas important, c'est pas le dessin, mais surtout la manière de raconter avec le dessin. Ça, c'est une vision très, très moderne en fait de la bande dessinée. Mathieu Sapin aussi, chez Poisson Pilote, qui a été édité, Christophe Blain, Guy Delisle, hein, on s'en rappelle un petit peu, Ryan Satouf notamment, mais aussi d'autres auteurs assez intéressants, Bruno, on parlera peut-être un jour de Bruno, et aussi Bastien Vives, qui a fait beaucoup parler de lui récemment, pas forcément en bien. Voilà, tous ces auteurs ont été aussi édités chez Poisson Pilote. C'était un peu la suite, au moins les influences de l'association. Voilà, c'est terminé pour l'association, c'était la fin de l'épisode de l'association. Voilà, on s'arrête sur ce numéro. Voilà, ce sorte de dragon salamandre va retourner un petit peu dans l'espace, dans le monde, dans le tourbillon de l'édition de la bande dessinée ou du roman graphique. Et moi, je vous retrouverai sans doute pour parler, justement, à côté de moi, du Walt Disney japonais, ou peut-être je vous parlerai prochainement de cinéma. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.